Architecture intérieure, regard croisé, le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Regard Croisé, l'émission qui donne la parole aux architectes d'intérieur. Mieux connaître cette profession, savoir quand et comment faire appel à eux, pour quels avantages. Chaque mois, on décrypte cette profession à travers des exemples concrets, des rencontres, des projets. Et des projets, il va en être question pour cette édition, puisque nous sommes en compagnie d'un architecte d'intérieur atypique qui est également scénographe, c'est Frédéric Beauclerc. Bonjour Frédéric. Bonjour. Voilà, on va découvrir votre passage d'architecte d'intérieur à scénographe, comment ça se mêle, comment ça se mixe. Vous êtes venu, pas tout seul, vous êtes venu en compagnie de votre compère, j'allais dire de toujours, mais en tout cas vous connaissez depuis quand même de nombreuses années désormais, avec Robert Roca. Bonjour Robert. Bonjour. Vous êtes commissaire d'exposition, également avec un parcours atypique, banquier, devenu directeur du Centre d'Art, puis commissaire d'exposition. Et ensemble, vous avez travaillé depuis 2006, c'est là où vous vous êtes rencontrés à l'occasion de l'exposition Georges Braque au musée de Dinan. Pour laquelle, Robert, vous étiez co-commissaire, vous êtes rencontrés, voilà, la première rencontre et le début d'une belle aventure. J'ai une première question pour vous, Frédéric Beauclerc. Comment on passe comme ça d'architecte d'intérieur, avec une école reconnue, école de Serres, à scénographe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que en sortant de l'école, j'ai travaillé comme tout le monde dans des agences en freelance, parce que c'est quand même la meilleure solution pour passer d'une agence à l'autre rapidement et de se faire un peu une idée de ce qui peut attendre dans ce merveilleux métier. Et puis j'ai travaillé dans pas mal d'agences, en particulier sur l'Arche de la Défense avec Paul Andreu. Donc là, c'était purement de l'architecture. Donc là, mais quand même voué à l'intérieur, parce que je me suis occupé des plateaux supérieurs et des salles de conférences de l'Arche de la Défense. Et puis j'ai aussi répondu avec eux, parce qu'on s'entendait plutôt pas mal. J'ai fait les maquettes du concours du pont d'Austerlitz, qui n'a pas marché parce qu'ils se sont brouillés en cours de route. Mais et puis, n'ayant plus de travail, je me suis dit, je vais faire un petit tour à l'école d'Olivier de Serres, les arts appliqués. Là, je suis retombé sur un vieux prof, Denis Voisin, qui m'a dit tiens, tu tombes bien, quelqu'un qui vient de sortir de l'école là, qui veut demander quelqu'un qui pourrait la remplacer. C'était un congé maternité, et il m'a dit va avec ton book, ça peut être intéressant. C'est au Louvre. Ah bon, pourquoi pas. Et je me présente avec mon book et je me retrouve architecte d'intérieur de la direction des musées de France pendant 5 mois. Et c'est là que je me suis dit, mais waouh, il y a vraiment un créneau extraordinaire, parce que c'est de l'architecture intérieure, mais voué à la culture, à l'événementiel, et c'est là qu'a commencé. Et c'était en 89, vous voyez, ça fait quelque temps. Et il y avait déjà chez vous une fibre, justement, une attirance pour l'art. Vous étiez déjà posé la question de mettre en œuvre justement des œuvres d'art. Alors l'art est omniprésent dans notre formation, puisqu'on a des cours d'histoire de l'art, on apprend à dessiner, on apprend à peindre, on apprend énormément de choses. Et puis finalement, quand on devient architecte d'intérieur, on a un peu l'impression que tout ça, ça part, c'est fini. Et là, je trouvais vraiment mon élément, puisque là, on baigne dans l'art du matin au soir, même très tard le soir. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment, je trouvais mon élément, et je suis pleinement heureux grâce à ça. Donc 5 mois, on l'a compris. Comment ça se passe ensuite? Comment vous arrivez à la scénographie? Alors là, il faut dire qu'il y a 35 ans, la scéno n'existait pas. Elle s'appelait la muséographie. C'est les muséologues qui ont piqué notre terme en cours de route. Même si on pouvait estimer qu'il y a vraiment une différence entre la muséographie et la scénographie. Il y en a une qui met purement en valeur l'œuvre, on s'occupe du parcours, de choses très simples autour, pour essayer d'amener le visiteur, le regard du visiteur vers l'œuvre qui se suffit à elle-même. Et finalement, la scénographie, c'est un petit peu plus profond. On parle d'un sujet, et les objets sont là pour illustrer le sujet, et on peut partir dans des univers beaucoup plus poétiques peut-être, qui permettent une immersion totale et peut-être une meilleure compréhension du sujet. Voilà. Et donc le passage s'est fait assez naturellement quand vous avez votre première expo, ou quand vous agissez réellement avec ces œuvres, vous commencez à les mettre en scène, j'allais dire. Alors au début, j'étais au sein de la direction des musées de France, j'étais plutôt là pour corriger le travail des architectes en chef des monuments historiques, ça me plaisait beaucoup, en sachant que c'était en général des gens très
qui avait du mal à supporter les critiques et il y avait du caractère. Ouais, on peut dire qu'ils ont du caractère, mais il en faut. Et ça m'amusait beaucoup. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé. On m'a donné l'annexe du musée Guimet à faire, et puis des expositions. L'annexe du musée Guimet, c'était du permanent. Alors il y a quand même une différence entre le permanent. On est amené à faire du permanent et du temporaire, ce qui est assez intéressant parce qu'on peut se permettre des choses beaucoup plus, peut-être plus novatrices dans le temporaire, puisqu'on sait que ça ne dure que de 3 à 4 mois, voire 1 an et demi maximum. Par contre, le permanent, ça dure 10 ans, 20 ans, des fois. Donc, il y a cette notion de temps qu'il faut. Oui, je fais un aparté parce qu'on sait que souvent les grands musées regorgent d'œuvres. Il y en a pléthore, il y en a autant dans les caves, voire même plus que ce qui est exposé au public. Et pourtant, c'est vrai que ces expos permanentes, ouais, elles bougent pas fréquemment. Du coup, on mixe avec du temporaire, on mixe avec des collections qui sont dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde. Oui, alors tous les musées ont une partie en effet permanente et une salle temporaire qui va permettre de relancer l'intérêt du musée périodiquement, parce que c'est important. Les gens, une fois qu'ils ont vu la collection permanente, ils disent c'est toujours pareil, on va pas y retourner. Par contre, s'il y a une exposition temporaire, ils vont revenir, et puis une fois qu'ils sont rentrés, ils regardent la suite. Et éventuellement, si on change 2-3 choses, c'est intéressant de relancer. Et c'est comme ça que vivent les musées. C'est que, bien entendu, ils repassent aussi devant la boutique, ils achètent des catalogues et ainsi de suite. Bien sûr. Je dois dire, des fois, les expos temporaires sont tellement intéressantes et tellement riches qu'on a du mal ensuite à aller voir l'expo permanente, parce qu'on est déjà saturé de belles émotions. C'est certain, oui. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant. On va revenir à votre parcours. Je voulais juste avoir aussi le mot de Robert Roca. On disait également, vous aussi finalement, plusieurs vies dans une vie, Robert Roca. Ah oui, vous parliez de parcours atypique, je crois que c'est tout à fait le cas. Vous étiez banquier privé. Moi j'étais, dans une banque privée, et je me posais des questions depuis quelques années déjà. Et il y a eu un événement que je considère comme cristallisant dans mon histoire, c'est que un matin, j'avais 31 ans, j'ai pris un avion pour aller à Saint-Étienne. Il était 8h du matin, et puis je suis rentré dans l'avion, je me suis assis, j'étais au début de l'avion, et je me suis retourné, et j'ai vu 300 hommes comme moi. C'est-à-dire, à cette époque, on avait le costume 3 pièces, on avait l'attaché-caisse, et puis la petite calculette. Et là, je me suis retourné, j'ai regardé, pas une femme, et je me suis dit, tel quel, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est pas ma vie. Ça a été un choc énorme. Alors, j'ai mis 1 an à ce que ça mûrisse, etc. Et puis, je suis rentré comme directeur financier dans une maison d'édition de la Différence. Et là, ça a été un autre choc, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, on préparait, je sais plus, c'était en 80 ou 82, on préparait un ouvrage qui s'appelait Logique de la sensation. C'était un texte de Gilles Deleuze sur Francis Bacon. Et donc, j'ai eu la chance j'ai rencontré Francis Bacon, avec qui on a travaillé pendant plusieurs semaines. Et là, tout naturellement, je suis tombé du côté où je penchais, c'est-à-dire du côté de l'art. Et donc après, j'ai rencontré dans le même cadre de cette maison d'édition, Vieira da Silva, un certain nombre d'artistes. Et au bout de 2 ans, un directeur de galerie m'a proposé de m'associer avec lui. Donc je me suis associé avec lui. J'ai travaillé on a eu une galerie pendant une quinzaine d'années. Et au bout de 15 ans, un artiste qui s'appelle Paul Robérol m'a proposé il y a un lieu qui lui était consacré dans le Limousin, et il m'a demandé de diriger ce lieu. Donc je suis parti. Donc pendant 4-5 ans, je passais 2-3 jours par semaine dans le Limousin, et là j'ai commencé à monter des grandes expositions autour de Miro, de Fernand Léger, de César, etc. Et là j'ai pris goût à cette organisation, à cette idée de travailler, de monter des grandes expositions, d'être en quelque sorte commissaire d'exposition. Et faut dire que j'étais un très mauvais marchand de tableaux, parce que j'avais beaucoup de mal. L'argent faisait pas partie j'avais fui la banque pour échapper quelque part à ça, et je me retrouvais au fond dans la même histoire. Et donc,
bon, je considère que j'étais pas un grand marchand. Donc voilà, je crois que je suis tombé du côté où je penchais, d'être au plus près de mes aspirations, de ce que j'ai l'art, mais sans le côté financier qui quand même est important. Oui, mais qui est quand même très important. Alors on va y venir justement. Je voulais savoir qui nous raconte justement votre rencontre, voilà. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, ou comment ça s'est passé Moi, je peux juste dire que c'était en 2006. J'ai un souvenir aussi, c'est un de mes chocs, hein, parce qu'avant 2006, je montais mes expositions sans scénographe. Et là, je me suis retrouvé un peu comme Emmanuel Macron en ce moment, à composer avec des oppositions. Je plaisante, c'était pas une opposition. Non, c'était une rencontre extraordinaire parce que j'ai commencé à comprendre ce que c'était vraiment que la scénographie. C'est-à-dire la mise en valeur. Ouais, ça a été formidable pour moi. Alors, du coup, ça se passe sur l'exposition Georges Braque au musée de Dinan. Vous êtes alors co-commissaire, Robert Roca. Ouais. Et vous, Frédéric Beauclerc, du coup, vous êtes scénographe de l'expo ? Oui, alors l'histoire a commencé parce que la principale, enfin on va dire la co-commissaire, je l'avais connue à Dinard, pas très loin, sur une grosse exposition Picasso, et puis on avait tellement bien sympathisé, ça avait toujours bien fonctionné, ce qui est toujours un peu le cas dans chaque exposition, les commissaires deviennent plus ou moins des amis, ou en tout cas des gens avec qui on a plaisir à se retrouver. Et si. Mais plus ou moins, nous dit. Je traduis parce que plus ou moins, oui. À la radio, on voit pas les signes, mais non, on est un vieux couple. Faut quand même. Oui, c'est ça. On est un vieux couple, quand même. Et c'est donc cette co-commissaire. Florence Rionnet travaillait donc sur ce coup-là avec Robert. Moi je dis oh là là, encore un nouveau qui ça va être. Et là on s'est tout de suite, ça a bien marché. Bon, je proposais en effet, les contraintes étaient énormes, le lieu était vraiment très compliqué, il se rapprochait plus d'une ancienne cantine il fallait transformer une ancienne cantine en un musée qui ait du sens. Un mot justement du cahier des charges, parce qu'on se dit bon voilà, on sait qu'il va y avoir des œuvres qui sont exposées, et puis dans un lieu, c'est vrai, une configuration qui change, qui est jamais la même, avec ses contraintes aussi techniques, dont vous dites une ancienne cantine à ce moment-là. Vous, quand on vous a dit bah tiens, les œuvres faut les mettre là, peut-être vous êtes dit ça va pas être évident, le public va pas forcément adhérer. Comment vous faisiez avant, en fait? C'est ça, puisque vous nous dites ça a complètement changé. Avant, je concevais moi-même le parcours, mais par exemple, lorsque je dirigeais le musée Paul Rebérol, en fait, les contraintes techniques, puisque je dirigeais le lieu, donc je connaissais exactement les contraintes d'accrochage. Donc ça me posait, et j'avais 2 grandes salles, et je faisais mon parcours dans les 2 grandes salles. Donc c'était très simple à monter, hein. Il y avait juste un parcours, je faisais un parcours, mais à minima. C'était pas ce que j'ai découvert après, dans ce qu'on appelle un vrai parcours scénographique, quand j'ai travaillé avec Frédéric. C'est vrai qu'il y a deux façons de voir la scénographie. Enfin, il y a la plus simple. Vous avez un espace vide et vous accrochez à 1,50 m les tableaux. Voilà, à la japonaise, c'est-à-dire que vraiment vous avez un espace régulier et en effet vous voyez toutes les œuvres. Et on essaie de les éclairer plus ou moins bien. Et on les éclaire plus ou moins bien, voilà, plutôt bien, puisque finalement il n'y a aucun... Voilà, on a un guide technique avec des spots qui pendent au plafond, qui sont de taille tout à fait... D'accord. Voilà, bon, le souci c'est que c'est le niveau 1, donc ça fonctionne, c'est sûr, mais les gens s'ennuient profondément. Alors si les œuvres sont exceptionnelles, tout va bien, parce qu'ils se disent finalement on a vu quelque chose d'intéressant, mais si la volonté est de transmettre une émotion, là c'est complètement différent. C'est là que l'architecte d'intérieur rentre en scène, c'est-à-dire que là on va retravailler l'espace, la lumière, mais la lumière, moi je la conçois d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que c'est pas forcément des cimaises qui s'arrêtent à 2-3 mètres avec des spots au plafond, c'est qu'on peut travailler les plafonds. Donc on travaille les proportions des espaces. Si on veut exprimer quelque chose de plus intime, on va créer une ambiance beaucoup plus réduite. On peut descendre les plafonds, moi ça m'est arrivé de les descendre à 2,10 m. À 2,10 m, je me suis fait rouler dans la boue. On m'a dit, mais non, c'est pas possible. C'était à la Bibliothèque nationale. Ils sont quand même assez rigides et ils sont pas, s'ils m'écoutent, ils vont me bénir, mais, ils ont des choses très, très, très strictes et on se retrouve avec des choses
sont pas possibles chez eux, mais on peut arriver à baisser les plafonds à 2,10 m. Pas pour juste baisser le plafond, c'est que ça veut dire quelque chose. Surtout si on crée des lumières à l'extérieur. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a une ambiance totalement différente. Les lumières peuvent venir du sol. Et là, elles disent pas la même chose que si les lumières viennent du plafond. Il y a plein de choses comme ça. Donc vous reconfigurez en quelque sorte l'espace. On reconfigure complètement l'espace. La lumière. On a une boîte vide, une liste d'œuvres, et avec ça, on commence à rêver. Et c'est là où nous deux, on a établi un dialogue assez intéressant, enfin pour moi en tout cas, où finalement lui arrive avec sa liste, moi avec surtout pas d'idée, ou des fois j'ai une petite idée, mais surtout. Pas d'idée préconçue, et surtout un regard candide. C'est-à-dire qu'il est ne connaissant rien au sujet, c'est ça qui est merveilleux, c'est que chaque jour j'apprends quelque chose de nouveau sur un artiste. On finit. Bon, malheureusement, j'ai pas une mémoire folle, donc je n'arrive pas à me souvenir de tout. Mais il y a des gens qui font des recherches pendant des dizaines d'années et qui vous sortent l'ensemble de leur culture d'un seul mot. J'ai une question pour tous les deux. Vous avez dit on peut avoir un minimum de mise en scène quand on a des très belles œuvres. Est-ce qu'on peut sauver une mauvaise expo avec une bonne scénographie? Absolument. Ça arrive. Enfin, pas moi, en ce qui me concerne. J'ai vu un commissaire d'expo qui était un conservateur, je ne donnerai pas son nom, mais qui m'a dit il faut vraiment que tu fasses très fort sur ce coup-là parce que les œuvres sont nulles. Ah, mais le sujet était très intéressant. Ouais. Mais alors le sujet était intéressant, il avait trouvé des œuvres en effet pas terribles pour illustrer, l'ensemble était intéressant. Mais sans la scéno, tout s'écroulait. Et voilà, il y avait du son, on peut aller même jusqu'aux odeurs. Ça peut être très très riche. En général, on ajoute la projection, on met de la musique, multimédia, on crée un parcours intimiste. Moi, j'ai le sentiment, effectivement, messieurs, excusez-moi, que c'est vrai qu'on a changé. Alors peut-être parce qu'on s'est aperçu qu'on s'ennuyait beaucoup dans ces musées, que ça drainait pas assez de monde. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, c'était quelques 30 années en arrière, c'était un peu tristoun. C'était toujours les mêmes choses, et puis c'était très rébarbatif. Aujourd'hui, on a de plus en plus de multimédia, on est immergé dans des espaces, on a en plus sûrement de la technique qui a changé, du digital qui est arrivé, et finalement, eh bien, on s'amuse, on prend plaisir, et surtout, on apprend. Oui, tout à fait. Parce que le but du jeu, c'est le but. Là, on est dans l'immersion beaucoup plus qu'avant. Mais tout ça a des limites aussi dans l'immersion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que la scénographie prenne le pas, l'emporte sur l'exposition, sur le thème de l'exposition, sur l'exposition qui est montrée. Donc il y a un juste équilibre à trouver. Je dis, bon, je vais un peu pousser l'histoire, mais c'est vrai que moins les œuvres sont intéressantes, plus la scénographie doit être présente. C'est ce que disait Frédéric. Donc on essaie de trouver un juste milieu. Ce qui a changé effectivement, comme vous le disiez, c'est-à-dire par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, il y a encore des réticences muséales au niveau des conservateurs. J'ai eu à l'occasion de me confronter à certains conservateurs qui souhaitent la simplicité, c'est-à-dire que les œuvres elles-mêmes doivent suffire, elles doivent suffire en elles-mêmes. Sauf que maintenant, le public est confronté à plein d'offres. Donc déjà, il faut les faire venir, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir des thématiques d'exposition comme ça qui sonnent et qui les fassent venir. Et une fois qu'ils sont dedans, il faut qu'ils restent, il faut qu'ils apprennent des choses, il faut qu'ils rêvent, il faut qu'ils sortent différents de ce qu'ils étaient rentrés. C'est un peu le but de l'opération. Donc tout ça est très important. Mais vraiment, c'est là où on travaille ensemble de manière, je pense, harmonieuse, c'est qu'on arrive à trouver le juste milieu pour la scénographie par rapport à l'œuvre. D'accord. Tiens, justement, un petit mot de technique, puisque c'est quand même, in fine, des établissements accueillant du public, avec des contraintes de sécurité, réglementaires, bien évidemment. Comment on contourne tout ça? Comment on agit pour que ça soit réussi et que ça soit aussi dans les règles établies par l'établissement? Frédéric. Alors, il est certain que c'est un lieu qui accepte du public, donc on est confronté à des réglementations très très fortes sur la sécurité. Sur la sécurité déjà des œuvres.
mais plus que le vol, parce que le vol finalement c'est assez simple. Il y a aussi la conservation, c'est-à-dire que vous pouvez remarquer que des fois on se promène dans des espaces qui sont très très sombres parce que il y a cette fameuse nos 50 lux, c'est-à-dire l'unité de pour les œuvres sur pour papier. les œuvres ne doit pas dépasser 50 lux, voire 30 lux. Pour ne pas l'abîmer, hein, c'est pour ça. pas abîmer, pour qu'on puisse les admirer encore quelques siècles. Oui. Donc c'est très compliqué. Donc on peut trouver des astuces qui permettent de montrer le lieu finalement dans la lumière, mais les œuvres pas tellement, parce qu'il s'agit pas forcément de plonger le visiteur dans le noir pour que ça fonctionne. Le noir peut être intéressant, mais pas toujours. Si on parle de quelque chose si le thème est plutôt autour de la lumière, de l'ombre et de la lumière, par exemple, si on met pas de lumière, si tout est dans le noir, vous n'avez pas beaucoup d'ombre. Donc, je dois dire que c'est même un peu frustrant. Des fois, on arrive avec des pièces, formidables, et puis on y voit goutte. Hein. C'est vrai qu'on c'est très une compliqué. obligation de conservation. Limite, on y voit mieux après dans le musée, dans les bouquins sur l'œuvre que l'œuvre en elle-même. Voilà. Et donc ça, c'est très dommage. C'est des contraintes de conservation, c'est-à-dire que par exemple, lorsqu'un musée prête, il y a obligation dans le cahier des charges. De ne pas avoir, par exemple, sur les œuvres sur papier, plus de 50 lux. D'accord. Et une fois que l'exposition est terminée, maximum en général 3-4 mois, les œuvres sont placées en coffre pendant 3 ans ou 6 ans, suivant les. Donc dans le noir total. Ah oui, dans le noir total. Oui, pour récupérer. C'est comme la peau de n'importe qui. Pour éviter le cancer, vous la mettez pas au soleil trop longtemps. Durer plus longtemps. Il y a aussi dans votre, alors je cite quand même quelques chiffres parce que vous en avez vu en 33 ans, vous avez conçu et réalisé plus de 280 expos temporaires, installations permanentes, ça fait plus de 100 000 mètres carrés dans 112 lieux différents, en France comme à l'étranger, au Canada, à Hong Kong, des grandes expositions comme Science et Curiosité à la Cour de Versailles, au Château de Versailles, Fashioning Fashion au Musée des Arts Décoratifs de Paris ou encore Art Déco The France China Connection à Hong Kong, en scénographie permanente de la Galerie des Carrosses au Château de Versailles. Bref, des lieux, des topographies, des musées, des salles, des contraintes, vous en avez vécu. Vous découvrez toujours quelque chose chaque jour. Chaque jour. C'est ça qui est passionnant, c'est que chaque jour, on devient un peu moins bête. Et on apprend des choses. Et en faisant, on apprend évidemment beaucoup plus que si on ne faisait rien. Ça, c'est classique. Donc c'est extrêmement technique. Et pourtant, là, il y a une nouvelle contrainte peut-être qui arrive aussi, c'est une pratique éco-responsable. Bon, en tout cas, on vous demande d'être de plus en plus vertueux, mais c'est quelque chose finalement que vous aviez intégré depuis le début. Alors depuis 25 ans, ou bien plus, un peu plus, j'avais sensibilisé la réunion des musées nationaux en disant que c'était bien gentil de faire des expos et de tout mettre à la benne après, mais qu'on pouvait peut-être éventuellement stocker en tout cas ce qui pouvait être récupérable, les éclairages, bon ça marche bien, on voit assez bien, le problème c'est que ça ne soit pas volé en cours de route, mais il y a aussi tout ce qui est panneaux à peu près corrects, panneaux de particules et autres. D'accord, il y a une sorte de réemploi, c'est ça de ces bâtiments? Oui, on pouvait éventuellement récupérer tout ce qui est en verre. Mais le problème, c'est qu'il y a des formats et aucun scénographe ne veut se plier à essayer de récupérer des panneaux plus ou moins en bon état, surtout pas très bien stockés. Tout ce qui est vitrine mal stocké, donc rayé, donc pas réutilisable. Il y a un gaspillage incroyable. Il y a le problème du transport qui s'ajoute pour transporter ce qui est gardé, ce qui est conservé. D'abord, il faut un lieu de conservation, et puis ensuite, il y a le transport. Voilà, et par exemple, à Paris, pour stocker, ça coûte un fric fou. Donc, c'est pas. Donc finalement, c'est presque une plus économique, j'allais dire, de jeter et puis de refaire. De louer une benne et de tout jeter. Voilà. Donc finalement, on s'aperçoit que c'est pas, écologiquement, c'est vertueux, mais pas réalisable. Ouais. Par contre, il y a d'autres solutions. Si on reprend le principe à la base, on peut se dire, mais si on mutualise les expositions, une expo itinérante, j'ai fait l'expérience en 90, de 90 à 97, oui, donc 7 ans, une exposition qui a tourné autour du monde sans l'intervention d'un menuisier. C'était simplement un système qui avait une identité particulière. On pouvait, en la voyant, on savait, on pouvait pas imaginer que ce soit une autre expo. C'était pas, il y avait un mobilier très particulier qui était qu'on pouvait remettre dans tous les sens, dans tous les lieux, dans toutes les hauteurs sous plafond, d'un château médiéval 10 mètres sous plafond ou un truc tout à fait bas à Paris. C'est passé à Paris, ça a fini à Montréal. C'était et tout ça. Alors et ça s'est pas trop abîmé justement dans absolument le transport? Absolument pas, non. On repeignait un petit peu de 3 bricoles, mais et dedans était embarquée la lumière et les alarmes.
Parce qu'il faut penser que tout ça, s'appelait les bijoux des régions de France, ce sont des bijoux. Donc les bijoux, il fallait un système d'alarme. Et à cette époque-là, les systèmes d'alarme radio n'existaient pas. J'avais détourné des systèmes d'alarme dans les hôpitaux par radio, et c'est classique. Maintenant, la radio, on l'utilise partout. Simplement, à cette époque-là, ça n'existait pas. C'était simplement, et je pense que l'architecte d'intérieur est là aussi pour détourner les matériaux, détourner des systèmes qui existent dans d'autres domaines pour justement que ça fasse... et là, c'était vraiment extraordinaire puisque dès qu'on ouvrait ces vitrines qui étaient très particulières, il y avait des glaces en biais, pas parce que c'était joli, c'est parce qu'on pouvait dominer l'objet et en même temps, ça ne reflétait pas le visiteur. Donc anti-reflet. Pas besoin de mettre un verre très perfectionné, très cher. Simplement l'inclinaison du verre suffit à annuler les reflets. C'est des petites constatations. Donc c'est la créativité, évidemment. La créativité. Et là, l'architecte d'intérieur entre en ligne de c'est du design, c'est de l'archi. Parce qu'on crée des espaces, on crée des ambiances, on crée des lumières et on détourne pour que ça soit plus... Mais l'exposition temporaire, c'est très... Si vous prenez plusieurs musées, ils divisent la scénographie par le nombre de musées. Déjà, c'est 3 fois rien pour eux. Il reste plus que le scénographe qui, évidemment, va travailler dans chaque lieu. Donc, c'est lui qui va finalement coûter le plus cher, mais pas tellement parce que on réutilise un petit peu ce qu'on a déjà fait. Donc, on fait des prix tout à fait attractifs. Et tout ça, à la fin... C'est le cas de L'Amour fou, Intimité et Création, puisqu'on voit que ça a été passé au Musée des Beaux-Arts de Quimper, au Musée Sainte-Croix de Poitiers. Et qui aurait pu continuer. Exactement ça. Bon, la seule limite, c'est en effet la longueur des prêts, la durée des prêts. Qui a été pour moi très complexe. Parce que suivant à qui on emprunte, c'est évidemment... C'est-à-dire que, comme je voulais... là, par exemple, pour vous donner un exemple, par lieu, j'avais une quinzaine d'œuvres de Picasso, que me prêtait le musée Picasso. Mais quand vous avez 15 œuvres prêtées dans un lieu, ça ne peut pas être les mêmes dans l'autre lieu, à cause ce que je vous disais tout à l'heure, des 3 ou 4 mois de prêt. Bien sûr. Donc, ça veut dire que pour chaque couple, il y avait une dizaine de couples, pour chaque couple, il a fallu imaginer le doublement des œuvres. Donc ça a été une préparation qui a duré à peu près 3 ans, qui a été très complexe, là. Ça a été très complexe, mais ça a été une expérience complètement extraordinaire parce que là, on partait sur un challenge complètement dingue entre 2 lieux qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Sur 2 niveaux. Un qui était avec chaussée complet et l'autre avec un niveau. Et donc là, ça a été... il a fait un travail extraordinaire. Il a fait un travail extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a modulé, il a réussi à trouver des panneaux modulables qui servent dans les 2 lieux. Donc ça a été assez extraordinaire. Lumineux, donc à travers l'iconographie, à travers finalement, pour que ça soit moins cher, parce qu'on a aussi à gérer aussi c'est de l'argent public. Alors j'allais y venir justement. On peut imaginer que c'est une exposition itinérante. Vous le disiez, les lieux sont pas du tout les mêmes, et pour autant le budget doit être respecté. On peut pas imaginer. Parce que le lieu est différent, peut-être un budget qui expose sur un site et pas sur l'autre. Donc vous devez garder cette contrainte. Oui, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a un budget, si on peut éventuellement déraper de 10%, mais c'est vraiment le maximum. Ah oui. Et on n'a absolument pas le droit de déraper au niveau du temps. C'est très différent entre l'architecture intérieure et le musée. Le musée inaugure à un jour précis. Vous avez un ministre, un président qui vient inaugurer. Il ne s'agit pas de lui dire à la dernière minute, non, le menuisier n'a pas fini son boulot, vous repassez dans une semaine. Impossible. Donc là, vous avez des équipes complètement différentes qui arrivent et qui vous montrent des structures gigantesques. On peut monter jusqu'à 1000 mètres carrés en même pas un mois. 1000 mètres carrés avec tout ce qui va avec, l'électricité, l'éclairage, les réglages, les œuvres, l'installation, la sécurité, les bureaux de contrôle. Enfin, tout le monde est au taquet pour que ça ouvre dans les délais. Il est hors de question de déraper. C'est un stress énorme pour vous?
Non, parce que tout le monde, c'est une habitude. Je veux dire, oui, des fois, c'est un stress énorme quand les gens n'assurent pas. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est des gens qui sont pas habitués à ce genre de rythme, évidemment, c'est un peu compliqué. On peut pas imaginer une entreprise qui va dire, bah non, j'ai un autre chantier, je reviens dans une semaine, ce qui est un peu le cas quand on fait un appartement. Quand on est comme ça, remarquez, ça va être pareil, mais quand on est, voilà, dans plusieurs dizaines, centaines de lieux différents, etc., on peut pas garder sa même équipe. Donc, du coup, on est obligé de faire appel aux artisans locaux. Comment ça se passe? Alors, ça dépend. Oui, on peut. De toute façon, on est tributaire des consultations. Donc, on a toujours, au plus simple, on a trois devis. Donc, c'est vrai que moi, systématiquement, je mets les entreprises dans lesquelles j'ai confiance, je les mets en liste, mais c'est pas sûr à 100% qu'ils vont être pris. Parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils savent qu'il y aura pas d'embrouille, il y aura pas on s'entend bien, ils auront pas de surprise financière, on va pas leur demander tout d'un coup à la fin des plus-values, enfin des travaux supplémentaires. On n'a pas le temps. Ils peuvent faire les justes prix et donc baisser beaucoup plus. D'ailleurs, pour cette exposition L'Amour Fou qu'on avait fait à Quimper, j'avais fait donc appel à plusieurs entreprises. On a eu une différence de 100 000 euros. Avec une entreprise locale, 100 000 euros plus cher que celle qui était en Bourgogne. Ah oui. Parce que l'entreprise de Bourgogne me connaissait et savait qu'il n'y avait pas d'embrouille. L'autre, il s'est dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc, des caissons lumineux, oulala, on n'a jamais fait. D'accord. On prend des sécurités, et en plus, c'est l'État, donc on sait pas quand on va être payé, ce qui est faux maintenant parce qu'on est payé assez rapidement. Faut quand même leur renvoyer là. Mais en vérité, ce qui est intéressant dans nos métiers, je parle de nos métiers, mais c'est le challenge. C'est-à-dire, quelque part, c'est la mise en danger. Comment on est devant un problème complexe, comment on peut faire pour... Et là, la créativité entre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'il y a un échange de plus en plus, comme ça, immersif. On doit obtenir, à partir de quelque chose qui est sur le papier insoluble, injouable, ouais, quelque chose qu'on doit mettre en place. Donc là, il y a quelque chose qui se déclenche et qui... voilà, et la créativité arrive, et là, ça devient totalement jouissif quand on commence à comprendre qu'on va y arriver et qu'on y arrive, et que le jour du vernissage, le rideau s'ouvre et que tout est là et tout est en place. C'est un moment inoubliable. Ça. Bon, c'est mieux dans ces cas-là d'être deux cerveaux, on a l'impression. Est-ce qu'il y a des clashs? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce que vous arrivez... Non, les oppositions, c'est-à-dire parfois nos contraintes s'affrontent. C'est-à-dire que par exemple, au niveau de l'éclairage, par exemple, si par exemple il conçoit son parcours avec un éclairage, la plupart du temps qui vient du sol, parfois par le reflet, les œuvres, l'intensité lumineuse est beaucoup plus importante que ce qui est prévu dans les contraintes de prêt. Il faut savoir que lorsque on met en place et qu'on emprunte à des musées, les musées envoient ce qu'on appelle des convoyeurs qui viennent voir sur place l'installation. Bien sûr. Donc, s'ils arrivent et par exemple il y a une œuvre sur papier où il y a du sans luxe, ça fait un drame. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir la possibilité de carrément on l'enlève. Donc, il faut qu'on prévoie ça à l'avance. Et donc, lui, lorsque Frédéric est pris par son montage d'exposition, moi, il faut que je veille à ce que cette œuvre qui va être là ne subisse pas. Et donc, parfois, on dit, c'est 70 luxe, 80 luxe, bon, c'est pas grave. Oui, non, mais c'est pas grave, mais... Ça passe, mais non. En fait. Mais voilà. Donc, parfois, on se met toujours d'accord, on arrive toujours à trouver une solution. Mais ce que je trouve assez magique, c'est le démarrage. Le démarrage où on est là, on n'a aucune idée, et on se dit, bon, moi, je lui dis en général, voilà, dis-moi des mots. Et c'est des mots clés, et je fais une liste de mots clés. Et ces mots donnent
dans mon imaginaire et alors je développe les idées clés, enfin les mots clés qui m'ont ému et on joue sur un registre d'émotions. On se dit voilà, ah oui, là ça c'est intéressant là, et puis on rajoute un mot, on perfectionne un mot. C'est que ce ne sont que des mots, mais des mots qui après prennent de l'espace, qui prennent une configuration spatiale. Et cette lumière intervient parce que c'est vrai que c'est mon grand truc. Et ce qui est assez étonnant, c'est que contrairement à beaucoup, c'est pas une tare. On n'est pas obligé de comprendre les plans, mais il comprend bien. J'avais ça avec Béatrix Saul, qui était la grande patronne de Versailles, qui comprenait aussi parfaitement les plans. D'ailleurs, elle voulait même que je lui apprenne à dessiner sur mon logiciel. C'était risqué parce qu'elle aurait été capable de le faire mon boulot. Donc, moi, je lui transmets en fait, lorsqu'on commence le projet, je lui transmets c'est ce qu'il dit et qu'il note, c'est des atmosphères. Là, par exemple, on travaille sur une exposition privée de sculptures de Picasso. Je lui ai transmis mon atmosphère, qui est ombre et lumière. Voilà. Donc, et à partir de là, on travaille sur cette idée d'ombre projetée, etc. Donc, voilà, on part de cette idée-là. On va devoir justement terminer là-dessus. Donc là, sur Picasso, c'est votre projet du moment ? Oui, c'est pour le mois d'octobre et ça. Alors la contrainte est importante parce que c'est un tout petit lieu et c'est où ? C'est dans des galeries. Dans une galerie rue de Seine. Il y a deux lieux. Rue des Beaux-Arts. Alors c'est tout petit et on doit dire beaucoup de choses mais ça doit être dans ce registre de sensibilité extrême et de poésie et tout ça a du sens derrière. C'est ça qui est important. Et je trouve que finalement par rapport à l'architecture intérieure, souvent, on oublie un peu le sens, ça devient un peu décoratif. Et là, normalement, on essaye de donner du sens à tout ce qu'on fait. Le sens, l'émotion, la sensorialité au service des œuvres, la poésie, effectivement. Votre très univers important. aussi qui doit se retranscrire dans l'ensemble de ces scénographies. En tout cas, on a mieux compris votre duo, votre binôme. Voilà, en parfaite symbiose. Un grand merci à vous deux. On en sait un petit peu plus. Merci à vous, Frédéric Beauclair. Je rappelle que vous êtes donc architecte d'intérieur et surtout scénographe. Robert Roca, un grand merci, commissaire d'exposition. On aura plaisir à aller voir vos œuvres. On remercie également Yves Paulet qui a préparé cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Regards Croisés. À très bientôt. Architecture intérieure, Regards Croisés, le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Coustet.